après le plan de partage de 1947, celui-ci est refusé par les Arabes, accepté par le mouvement sioniste. Les Arabes refusent et donc il y a les armées arabes qui envahissent l'État d'Israël qui vient d'être créé. Ce sont les Israéliens qui l'emportent finalement et agrandissent leur territoire. Au départ, les Israéliens auraient eu 55% de la Palestine. Et donc l'État arabe, puisqu'on ne parle pas encore d'État palestinien, mais l'État arabe aurait eu 45%. Aujourd'hui, dans le meilleur des cas, ils en auraient 22%. Et encore, avec le recul, est-ce que ça a été une erreur historique des Arabes? On peut dire que c'est une faute politique, au sens où ils ne prennent pas en compte les rapports de force réels. C'est-à-dire qu'ils n'imaginent pas ce qui va se passer et qu'ils n'imaginent pas qu'il y aura une telle violation de ce qu'ils estiment être leurs droits. Mais, comme toujours, il faut essayer de se placer un peu de leur point de vue. Et de leur point de vue, on n'est pas du tout dans la situation que nous voyons. C'est-à-dire, eux, ils sont ils voient ce qui se passait en Palestine comme une expropriation de leurs terres, comme des étrangers qui viennent les chasser, qui achètent les terres, qui construisent des villes, qui construisent des colonies, et ils ne voient pas au nom de quoi ils vont l'accepter. D'autant qu'il y a un élément qui est important à comprendre, on a parlé tout à l'heure de la question du génocide. La guerre mondiale, on l'appelle la Seconde Guerre mondiale, comme si l'ensemble de l'humanité y avait participé, mais pour les peuples colonisés, ce n'est pas... Beaucoup pensent que c'est un conflit qui ne les concerne pas. Et il faut rappeler que, Dominique en a parlé tout à l'heure, qu'il y a eu une certaine collaboration d'un certain nombre de dirigeants arabes avec les nazis, pas du tout par sympathie à l'égard des nazis, mais au nom des ennemis de mes ennemis sont mes amis. Et de même qu'en Asie, la plupart des mouvements de libération asiatiques ont collaboré dans un premier temps avec les Japonais contre les Britanniques. Pour eux, l'ennemi principal, c'était les Britanniques. Donc, on vient dire aux Palestiniens, écoutez, il faut renoncer à la moitié de votre territoire parce qu'il y a eu un génocide des Juifs et parce qu'il y a un droit historique des Juifs sur la terre. On peut comprendre que pour la grande majorité des Palestiniens, c'est un discours incompréhensible. Avec une autre dimension qui est aussi importante, il ne faut pas oublier qu'entre 1936 et 1939, il y a eu une grande révolte palestinienne contre la colonisation qui a abouti à l'écrasement du mouvement palestinien, la liquidation de sa direction. Donc, en 1945-47, il n'y a plus aucune autonomie du mouvement palestinien. Ce sont les pays arabes qui décident pour le mouvement palestinien. Et c'est aussi, d'une certaine manière, ce n'est pas la responsabilité des Palestiniens. C'est l'Égypte, c'est la Jordanie, c'est la Syrie, avec une surenchère entre les différents pays arabes pour le leadership dans le monde arabe. Donc ils ne sont pas partie prenante. Et d'ailleurs, toute cette période qui va en gros de 1939 à la création de l'OLP, on a une question palestinienne sans vraie direction palestinienne. C'est-à-dire on a un maintien de la question palestinienne, mais il n'y a pas d'autonomie palestinienne, il n'y a pas d'autonomie de la prise de décision. Mais quand même, l'élément le plus important, c'est il est très difficile de faire accepter par les Palestiniens ce qu'ils considèrent comme une injustice, comme une violation de leurs droits, et même, encore une fois, si politiquement ils ont eu tort, dans le sens où politiquement il aurait fallu, si on peut dire, analyser les rapports de force et être capable de comprendre qu'est-ce qu'on peut gagner, qu'est-ce qu'on peut perdre, on peut en même temps comprendre qu'il ne l'ait pas fait. Moi, j'entends votre question. Est-ce que les Arabes auraient dû, auraient pu Mais les Arabes, c'est qui? De qui parlez-vous, André Versailles? Parce que si vous parlez des pays arabes environnants, franchement, on sait aujourd'hui que leur question n'était absolument pas Israël. La seule question qu'avaient les dirigeants irakiens, ou égyptiens, ou syriens, c'était de faire en sorte que le roi Abdallah ne mette pas la main sur la Cisjordanie. C'était leur seule obsession. Et la seule obsession des Jordaniens était de faire en sorte qu'ils puissent, eux, effectivement mettre la main sur la Cisjordanie et empêcher leurs concurrents et frères d'en faire de même. Donc on est dans une logique qui n'a rien à voir avec la question de l'avenir des Palestiniens. D'ailleurs, si ça avait été la question, on se demande pourquoi, entre 1948 et 1967, les dirigeants arabes environnants
n'aurait pas créé un État palestinien en Cisjordanie et sur la bande de Gaza. Le seul fait que cette hypothèse n'ait pas vu le jour montre bien que là n'était pas la préoccupation. Si par les Arabes vous parlez des Palestiniens, là aussi, de qui parlez-vous? Comme le dit Alain, je ne veux pas développer, après l'écrasement de la Grande Révolte, il n'y a plus d'élite palestinienne constituée, il n'y a plus de direction du mouvement palestinien, il y a un grand moufti qui a passé la guerre, ou une partie de la guerre à Berlin, à constituer des légions SS, dans laquelle d'ailleurs il n'y avait pas de Palestiniens, mais essentiellement des musulmans de Bosnie, et de ce qu'on appelle aujourd'hui l'ex-Yougoslavie. Bref, on ne sait pas très bien de qui on parle. Si on parle du Fellah de base palestinien, il ne comprend rien à toute cette histoire depuis le début. Il sait qu'il a vécu, ou que ses ancêtres ont vécu pendant des siècles avec un grand nombre de juifs qui étaient restés en Palestine et qui ont vécu une vie de minorité religieuse dans le cadre d'une idée ottomane en particulier. Il a ensuite vu arriver un début de colonisation qui n'était pas encore sioniste. Ensuite, il y a eu le mouvement sioniste. Ensuite, on a cru, et on a cru de bonne foi, que les Britanniques étaient là pour défendre le droit de la majorité arabe à rester majoritaire en Palestine. Et puis, il y a eu des révoltes, petit à petit, mais tout doucement, lentement. C'est en 1921, si ma mémoire est bonne, qu'il y a la première révolte palestinienne. Ensuite, il y a 29, avec des aspects beaucoup plus violents. On connaît les événements de 1929 en Palestine. Et puis, il y a la Grande Révolte, et puis il y a l'écrasement et une société déstructurée. Et on le dit déjà dans le livre, je crois, mais les nouveaux historiens israéliens, dans les travaux qui ont suivi, l'ont montré aussi, cette société n'était pas en mesure de se défendre, quelle que soit l'orientation de telle ou telle personne prétendant la défendre ou la représenter, face à la machine qu'était le mouvement sioniste, l'agent juive, le Yishuv. Et je veux dire, parce que peut-être c'était pas clair dans ce que nous avons tout à l'heure dit, qu'au moment où les troupes arabes interviennent, le 15 mai 1948, il y a déjà près de 400 000 Palestiniens qui ont été expulsés de Palestine, dans le cadre non pas d'une guerre israélo-arabe, mais dans le cadre d'une guerre civile, judéo-palestinienne, où les forces sionistes, la Haganah, mais aussi le Palmach, mais aussi l'Irgun, le groupe Stern, ont joué un rôle de force d'expulsion, avant même qu'il y ait guerre entre États. Donc on est devant un phénomène, je crois, qui a dépassé les populations sur place. Dernier argument, et moi ça me frappe beaucoup, on le dit dans le livre, vous avez grosso modo, dès le début 48, 50 000 hommes en armes du côté juif, c'est-à-dire près de 10% de la population juive, toute la population, est en armes. Du côté palestinien, vous avez quelques milliers d'hommes. Rien que ce chiffre, quelques milliers sur 1 500 000 Palestiniens à l'époque, il pose problème. Il est clair que cette société n'était pas, tout en étant convaincue certainement de ses droits, n'était pas prête au combat, n'était pas prête à se battre. Donc, le jugement politique là-dedans, il est difficile à tenir parce que c'est un jugement abstrait. Ce n'est pas un jugement concret. Non, ce que je veux dire, c'est qu'en même temps, il y a les armées arabes. À partir du 15 mai 48. C'est ça. Mais avant, même on sait aujourd'hui que l'ensemble des armées arabes, telles qu'elles sont alignées, pas théoriquement, est en nombre à peine équivalent à ce que les sionistes peuvent aligner en face. Donc on n'est pas du tout dans une situation de miracle. Mais il y a aussi une question de, effectivement, Dominique le disait, de mobilisation de la société. Pas idéologiquement, mais Israël, le Yishuv, est capable de se mobiliser au sens où d'une société moderne qui se mobilise. Ce qui n'est pas le cas de la société palestinienne. C'est une société faite de villages qui vivent souvent enfermés sur eux-mêmes et où on crée des milices pour défendre le village, mais on n'a pas de rapport avec le village à côté. Donc il n'y a pas du tout les mêmes éléments de résistance. Je crois que ça c'est aussi très, très important. Mais vous savez, je voudrais revenir sur l'erreur. Bien sûr, il y a plein d'erreurs politiques faites par la direction palestinienne.
une des erreurs, c'est quand la Commission des Nations Unies vient enquêter en Palestine, elle est boycottée par les Palestiniens. Alors que les sionistes, non seulement ils vont répondre aux questions, mais ils vont assigner à chaque délégué, y compris au président suédois de la Commission, un juif issu du pays qui parle la langue avec qui il peut parler. En plus, ils mettent des micros dans les hôtels où se réunissent la commission, donc ils ont tous les éléments. Je veux dire, il y a un vrai problème culturel, je veux dire, c'est-à-dire il y a une capacité des sionistes à comprendre des rapports de force, à discuter avec des gens avec qui ils tiennent le même langage, face à une société palestinienne qui est incapable de faire quelque chose d'équivalent. Je vous remercie.